Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 23 de la saison 2 de Boisvert Radio. Tout comme la Ligue nationale de hockey, les saisons de hockey en Europe sont débutées depuis un certain temps. C'est la première fois à Boisvert Radio que l'on reçoit un joueur qui joue actuellement au niveau professionnel de l'autre côté de l'Atlantique et j'ai bien hâte de vous le présenter. Mais avant, mon collaborateur James Letourneau est avec nous cette semaine. Salut James, en forme? Salut mon Charles, ça va bien toi? Yes, super. Écoute, notre invité ce soir, c'est Brent Aubin. Brent est un joueur de hockey, un attaquant qui joue présentement avec les Roosters de Iserlohn dans la Ligue élite allemande ou la DEL là, pour l'abréviation. On se rappelle surtout de Brent Aubin à Québec pour sa participation active à la conquête de la Coupe Memorial en 2006 avec les Remparts de Québec. Après avoir joué quelques temps avec les Marlies de Toronto, il s'est exilé en Europe. Il a joué 3 saisons en Autriche et il en est présentement à sa 9e saison en Allemagne en 2020-2021. On le rejoint directement en Allemagne chez lui. Brent Aubin, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va bien, vous les boys, ça va bien? Yes, super. Yes. Parlons un peu là, de tes débuts dans le hockey. Tu es natif là, de la municipalité de Sainte-Sophie dans les Laurentides. Parle-nous un peu de ta jeunesse et de ton parcours dans le hockey mineur. Oui. Ça a-tu bugué? Blooper. J'ai l'impression que oui. Oh, je pense qu'on t'a perdu quelques instants. Oh, OK, c'est correct, je suis revenu. Là. Ouais. Je Ça vais a te poser coupé la un petit peu. question. Oui. Tu es natif de la municipalité de Sainte-Sophie dans les Laurentides. Parle-moi un peu là, de ta jeunesse et de ton parcours dans le hockey mineur. Oui, écoute, j'ai grandi dans une petite ville là, à côté de Saint-Jérôme, là, Sainte-Sophie. J'ai un frère et une sœur. Mon père, il a construit, il a une petite aréna à l'extérieur, là, à côté de la maison familiale. Puis j'ai joué mon hockey mineur là, à Saint-Antoine. Puis après ça, j'ai joué là, la tombe Pee-Wee Bantam avec les Selects du Nord, qui est encore actif là, dans le 2A, là, c'est du 3A. Ouais. Ça, c'était mon petit parcours là, dans le hockey mineur. J'ai des beaux souvenirs. On a gagné des beaux tournois. J'étais allé au tournoi Pee-Wee de Québec avec les Selects. Puis, non, c'est des beaux moments juste jouer dehors. Là, chaque fois que je revenais d'école ou n'importe quoi, là, avoir la chance d'avoir une patinoire dans ta cour, là, c'est tout le temps le fun de jouer avec tes voisins, tes cousins, tes amis ou n'importe quoi. Là, c'était des beaux moments. Good. Excellent. Tu as été repêché dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2002, au deuxième rang total pour les Huskies de Rwanda. Tu as d'ailleurs joué 3 ans et demi avec les Huskies. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec eux, ton plus beau souvenir peut-être? Écoute, c'est ça. Le repêchage était à Batters cette année-là, puis je connaissais le propriétaire Sylvain Dany, puis la veille du repêchage, il y a un souper des joueurs qui sont classés en première ronde, puis durant le souper, il était venu me donner une petite anecdote, là. Il dit, je pense qu'il était quatrième, puis il venait de faire un échange avec le Wildcat de Moncton. Il dit, on est rendu deuxième au total, fait qu'on espère que Sherbrooke, qui avait le premier choix, ne te repêche pas. On savait tous qu'elle allait probablement prendre Alex Bourreau au premier rang. Donc, j'étais très content. Puis, non, avec les Huskies, c'était une belle expérience de vie. C'était une belle organisation. Je suis tout le temps été bien traité. J'ai eu des bons entraîneurs. J'ai commencé avec Bob Mongrain. Là, que quand je suis arrivé, je pense qu'il m'a donné beaucoup de temps de glace comme joueur de 16 ans. Puis, par la suite, André Tourigny, là, qui était avec les moins de 20 ans cette année avec l'équipe Canada, là, je l'ai eu là, de 16 ans au fait jusqu'à 19 ans, jusqu'à temps que j'ai été échangé avec les Remparts. Fait que, non, je suis tout le temps été bien entouré. On a eu des bonnes équipes là, à 18 ans, quand j'étais là, on avait perdu en demi-finale contre le Moussets d'Halifax. Puis, on avait une bonne gang de gars. On avait des bonnes chimies dans la chambre. Puis, c'était une belle place là, pour jouer mon hockey junior. Good. Et justement, tu l'as mentionné, ton échange au Rempart. Ta carrière a basculé lorsque tu as été échangé au Rempart de Québec lors de la saison 2005-2006. À l'époque, là, au départ, comment est-ce que tu percevais cet échange-là, justement, de partir de Rwanda pour aller jouer pour les Remparts qui étaient une équipe aspirante? Écoute, ça, c'est. Je savais qu'il y avait des chances que je sois échangé. Les Huskies, ils m'en avaient parlé un petit peu là, pour le bien de l'organisation. Ils voulaient aller se rajeunir beaucoup. Puis j'étais chez mes parents. Mon grand-père était sur le bord de décéder. Donc, j'avais une journée de plus pour rester à Saint-Jérôme, à Sainte-Sophie. Puis le téléphone, il sonne. C'est André Tourigny qui m'annonce que je t'ai changé à Québec. Sur le coup, c'est sûr, tu es un petit peu surpris. Je me m'attendais, mais en plus, là, avec les Remparts, ma femme, elle vient de Québec. Là, ma conjointe était à Québec, était à côté de moi. Elle était plus qu'heureuse là, que je me rapproche là, à côté de chez eux. Puis, non, c'était une tristesse un petit peu, mais de l'autre côté, dès que tu sais que tu es échangé à Québec, que c'est l'équipe qui
qui veut aller au bout cette année-là. J'étais content d'André qui m'avait donné la chance de jouer pour les Remparts. Puis les Remparts, dans la Ligue canadienne, là, c'est comme les Canadiens dans la Ligue nationale. Là, c'est l'équipe. Là, c'est la place à jouer junior au Canada. Là. Il n'y a pas de meilleure organisation. Je m'en souviens, j'avais raccroché avec André. Puis 2 minutes plus tard, j'étais avec ma blonde. Mes parents, on était contents du dénouement. Puis téléphone sonne, Patrick Roy. Fait qu'un petit gars, un petit Québécois, là, quand le téléphone sonne, Patrick Roy t'appelle pour t'annoncer qu'il t'annonce la bienvenue dans son équipe, qu'il est allé te chercher pour une raison, puis il ne m'a pas dit c'est pour aller à la Coupe Memorial, c'est pour la gagner. Puis il dit, il n'a jamais parlé de la Coupe du Président, il n'a jamais rien parlé d'autre, il parlait juste de gagner la Coupe Memorial. Puis, ça ne me surprend pas. Non, c'était pour ça, je m'en souviens, la première chose, je suis rentré dans le bureau, il dit, on est ici pour gagner la Coupe Memorial. Puis les gars dans la chambre, on parlait que de la Coupe Memorial tout le long qu'on était là en 2006. Puis je pense que je le vois aujourd'hui, là, Pat, avec les échanges qu'il y a eu dans le junior majeur. Il dit pourquoi aller chercher une équipe cette année? Il n'y aura probablement pas de Coupe Memorial avec la Ligue de l'Ouest et de l'Ontario. Il dit nous autres, les Remparts, l'organisation, c'est pas la Coupe du Président qu'on veut, c'est la Coupe Memorial. Puis non, c'était. J'étais très, très content. Là, je sais qu'il y avait peut-être Moncton qui était intéressé. Il y avait Shawinigan puis Chicoutimi qui étaient dans le lot. Là, ces 4 équipes-là, ils se battaient un petit peu pour aller me chercher. Puis je sais quand il m'avait dit j'ai pas pris l'offre la meilleure, j'ai pris l'offre la meilleure pour toi pour avoir la chance de gagner. Puis je pense que c'était quelque chose que j'ai apprécié beaucoup de sa part. Good. Et évidemment, la saison 2006 là, s'est conclue avec les Remparts. Pour les Remparts, par la conquête là, de la Coupe Memorial à Moncton. Raconte-moi là, cette conquête pour laquelle tu as vraiment été là, l'un des joueurs clés. Là. Écoute, c'était. Ça avec les séries. Là. Écoute, on avait l'équipe pour gagner. Puis je m'en souviens encore, on a perdu le premier match là, je pense que c'est en quart de finale, 8e de finale contre les Foreurs de Val-d'Or à domicile. Puis on perdait 1-0. Puis après 2 périodes, le match numéro 2, on perdait 3-0. Puis j'avais eu quand j'avais été rejoué à Rwanda, le monsieur de la Zamboni, là, le gérant de l'aréna, m'avait donné un $1, puis ça va te porter chance. Je l'avais donné à Gina Kingsbury, une fille native de Rwanda qui était aux Olympiques avec l'équipe Canada. Puis il dit ça va être un porte-bonheur avec vous pour votre équipe. Elle m'a donné ça. J'avais donné ça à elle, puis elle me l'a ramené. Je te le donne pour bonne chance pour la Coupe Memorial. Puis je l'avais tout le temps entraîné sur moi. Puis je m'en souviens de la deuxième et la troisième, j'avais dit les boys, ça va être notre porte-bonheur. Puis j'avais mis ça sur le logo du Rempart. Là, les boys avaient tout embarqué là-dedans, puis on était tous regroupés autour du logo, puis let's go. Puis comme ça, je pense que Angelo Esposito avait scoré avec une dizaine de minutes. Après ça, Mathieu Mélençon avec 4-5 minutes. Puis je m'en souviens, je pense, à 6 secondes en troisième. Boum, jamais dedans. 3-3. Puis là, le Colisée était plein, mais le monde, on se faisait huer. Puis le monde n'était pas content. Avec le monde partait. Quand on est rendu en overtime, on voyait le monde, le Colisée était peut-être aux 3/4 plein, mais le monde revenait puis revenait écouter la prolongation. Puis là, Marc-Édouard Vlasic avait scoré en overtime. Je pense que ça avait été un petit déclin là, dans la chambre. Là. Écoute, on est là pour gagner, puis on le savait là, qu'on avait l'équipe. C'est juste qu'on avait un mauvais départ, mais après ça, on était à Val-d'Or, on a gagné les 3 matchs de suite. Puis après ça, là, on l'a toujours dit, ce qu'on voulait, c'est aller à la Coupe Memorial. Fait que je pense que quand on a battu Bathurst en demi-finale, puis on savait qu'on s'en allait direct vu que Moncton était en finale. Ouais. Pas qu'on a peut-être un petit relâchement, mais on savait on s'en allait où ce qu'on voulait. Fait que la Coupe du Président, c'est sûr qu'on aurait voulu la gagner, on ne se le cache pas. Mais d'un autre côté, notre but, c'était la Coupe Memorial. On avait des photos, ce qu'on parlait, c'était de la Coupe Memorial. Puis quand on est arrivé là-bas, là, on frappait un mur en perdant le premier match. Puis après ça, là, on avait joué contre Vancouver, puis je pense, là, on perdait, je pense, après un ou deuxième. Puis on avait un certain joueur, il n'était pas si pire, le Radulov. Je pense qu'il joue encore dans la Ligue nationale, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il avait pris l'équipe sur son aile. Puis il avait connu un méchant tournoi. Après ça, on joue contre Moncton en demi-finale. Le gagnant passait direct. Donc, je pense que c'était un gros match. Puis je pense que c'était un match super serré. Là. On avait gagné 4-3. Puis à la finale, là, je m'en souviens juste là, le petit mot que Patrick Roy avait dit là, sur Josh Storgman. Tu sais, Patrick, c'est un excellent entraîneur, point de vue tactique, mais aussi c'est un gars qui aime ça avoir la pression sur lui. Je pense qu'il a su avoir toutes les distractions de son côté pour nous laisser jouer notre tournoi. Tu sais, il avait lancé une petite test à Josh Storgman, le gardien de but des Wildcats, que Josh il avait dit c'est tout le temps spécial contre les Remparts, surtout Patrick, c'est mon idole depuis que je suis tout petit, c'est la raison pourquoi je gagne. Puis je pense, Pat, il avait dit je le respecte, Josh, en tant que gardien de but, mais je pense pas qu'il est si bon que ça.
Puis là, je pense que ça avait fait, ça avait fait une... Il dit, je pense qu'il est dû pour connaître un mauvais match. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mauvais match. Fait que là, je pense que ça avait créé une grosse tension. Là, Ted Nolan, il s'était attaqué à Patrick Roy. Mais durant ce temps-là, nous autres, les joueurs, personne ne parlait de nous autres. Ils parlaient juste de Patrick, puis ils parlaient de l'autre équipe, puis de Josh Torgman. Puis après 2 périodes, on menait 4-0 entre eux autres. Puis Josh, c'est un bon ami. Là, j'ai joué avec une année en Europe. Là, et puis, pas question que je parle de la Coupe Memorial à lui. Là. Il était venu m'emmener souper chez nous. Puis j'avais niaisé un petit peu avec ça. Il n'était pas de bonne humeur. Là. Il était encore sur le cœur. Puis, mais ça avait été une belle expérience. Écoute, c'est le trophée le plus dur à gagner, je pense, au monde du hockey. Il faut que tu gagnes ta ligne ou tu es invité en tant qu'équipe hôtesse. Puis après ça, il faut que tu continues à gagner contre les meilleures équipes de l'Ouest ou de l'Ontario. Là, je pense que c'est un bel accomplissement dans ma carrière. James, ça aurait été le fun d'être né peut-être quelques années plus tôt pour avoir des vrais souvenirs de ce moment-là. Ah ouais, vous étiez jeunes un peu, les boys, dans ce temps-là. Ben, 2006, j'avais 3 ans. Ouais, on avait pas vieux. C'est drôle parce que tantôt, tu parlais d'Alexander Radulov. Puis, tu sais, c'est ma prochaine question, en fait. Tu l'as côtoyé. Comment il est, Radou, là, dans le vestiaire, dans une équipe de hockey? Écoute, c'est un gars que tu peux pas le prendre au sérieux. Puis c'est un gars qui aime ça faire des jokes. Peu importe, j'ai des anecdotes sur lui, là, je vais vous en compter tantôt, là, mais c'est un gars qui a tout le temps été funny. Mais il a tout le temps la pédale dans le plancher. Là. Lui, que ce soit une pratique, un match, il veut tout le temps être le meilleur, il veut tout le temps gagner, mais il a tout le temps le sourire, il fait tout le temps des jokes. C'est un gars qui a un talent exceptionnel. Là. Quand il mettait sa switch à on, là, il était le meilleur joueur dans la Ligue canadienne là, et de loin. Là. Puis, si je ne me trompe pas, il a genre fait 155 points justement l'année de la Coupe Memorial. Je pense 55 en 27 games en série. C'était quelque chose. Ah oui, je pense que c'est le record. Je pense qu'il a égalé le record à Mario Lemieux ou Guy Lafleur pour le plus de points. Ou Claude Giroux, je pense qu'il a dépassé l'année d'après, mais c'est des joueurs exceptionnels. Puis il le démontre encore dans la Ligue nationale. Là. C'est un joueur qui appartient à l'élite. Puis, comme je dis, là, il y a une fois qu'il a été sérieux quand j'ai joué avec, c'était à la finale à la Coupe Memorial. Il dit, je ne sais pas ce que Patrick y avait dit, mais il était très sérieux. Puis il dit, il faut jouer un beau match à soir. Il dit, tout le monde de Nashville, je pense qu'il appartenait à Nashville dans ce temps-là. Puis il était à l'Arena, les directeurs généraux, tout. Fait qu'il était extrêmement nerveux, mais ça n'a pas trop paru qu'il était nerveux. Parce que je pense qu'il y a eu 5-6 points là, sur la victoire de 6-2. Wow. Parlons là, de ton parcours chez les pros. Tu as commencé là, après les remparts de ta carrière professionnelle avec les Maple Leafs de Toronto. Jamais repêché, tu as signé un contrat d'entrée avec eux et tu t'es aligné avec les Marlies, leur club école, pendant 2 saisons complètes. C'est d'ailleurs la dernière équipe nord-américaine avec laquelle tu as joué. Comment s'est passé ton passage dans l'organisation des Maple Leafs? Écoute, ça avait commencé, ça allait bien, mais c'était difficile. À Toronto, on avait une équipe assez vieille dans la Ligue américaine. Okay. On n'avait pas beaucoup de jeunes. Tu avais moi et Yuri Tilowski qui étaient des. Tu avais Justin Pogge dans les buts qui était des 86, 88. Oui, Yuri était très jeune, c'est un choix de première ronde. Mais c'est difficile. J'avais un temps de jeu à 5 contre 5 assez restreint, mais je jouais sur l'avantage numérique. Donc, j'étais un joueur d'avantage numérique. Puis, je dirais ma dernière année là-bas, ça s'est très, très bien passé au début. J'ai eu un bon début de saison. Je crois que j'étais 2e scoreur d'équipe après une dizaine de matchs. Puis, par la suite, je m'en souviens, on jouait le mardi. Puis, après le morning skate, Greg Gilbert, qui était le coach, avait rencontré moi et Yuri Tilowski. Puis, il avait dit, vous êtes les 2 plus jeunes avec nous autres. Puis, les Maple Leafs vont vraiment pas bien. Puis, ils veulent vraiment se rajeunir. Ils veulent reconstruire. Puis, ils nous m'ont demandé si vous étiez prêts à monter. Puis, j'ai dit, les boys sont prêts. Fait qu'il dit, ils vont venir voir le match. C'était John Ferguson, qui était directeur général. Il dit, ils vont venir voir le match à soir avec les coachs. Puis, il dit, il y a un bon match. Puis, il dit, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve, mais il dit, si jamais vous appelle, il dit, premier conseil, soyez pas impressionnés, jouez votre game comme vous jouez. Fait que, je m'en souviens, je vais à la maison, je dis à ma femme Bianca, il a parlé de nous autres, peut-être qu'il nous montait, il faut jouer un gros match à soir. On gagne 2-1, j'ai 2 passes, j'ai la 2e étoile. Je m'en viens me coucher à la maison, j'ai les yeux, tout va bien. Puis le mercredi, les Maple Leafs, ils jouaient. Fait que là, j'étais à la maison, j'écoute le match, puis je pense qu'ils ont perdu 5-6-1. Ils se faisaient huer au Centre Canada. Fait que je me disais, hey, ça va arriver, c'est sûr. Je me lève jeudi, on s'en allait jouer à Providence le vendredi. Donc, on prenait l'avion jeudi. J'arrive à l'Arena, directeur général, tout le monde congédié à Toronto.
Je dis, oh boy. Je dis, bon, ils font un clean-up. Tu sais, le Brian Burke arrive en poste en tant que directeur général. Il ne me connaît pas, on ne s'était jamais parlé. Arrive à Providence, on couche là le lendemain matin, morning skate. Je fais l'échauffement l'avant-match, le warm-up. Après le warm-up, je donne mes gants au gérant d'équipement pour les faire sécher. Il dit, Brent, tu ne joues pas à soir, le coach veut te parler. Là, dans ma tête, je dis, je suis-tu rappelé ou qu'est-ce qui se passe? Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe, Greg? Il dit, j'ai reçu un texte de Brian Burke qui m'a donné son line-up, tu n'es pas dans le line-up. Je dis, je m'excuse. Je dis, comment ça? Il dit, je ne sais pas, je n'ai pas parlé encore. Il dit, c'est son message texte. Il dit, on va se parler après le match. La game, le lendemain, on ne s'était pas parlé après le match. On avait fini tard, on s'en allait à Springfield. J'étais à Springfield après la pratique du matin. Il me dit, Brent, il dit, Brian Burke m'a donné un autre line-up, tu ne joues pas encore à soir. Il m'a dit que faut que je change mon système, il faut que je joue comme la Ligue nationale, puis mon équipe, puis chaque joueur doit jouer tant de minutes. J'ai été scratch 5 matchs de suite. Après 5 matchs, là, j'étais pas trop de bonne humeur. Puis, ils m'ont remis dans l'alignement, mais là, mon temps de glace était assez restreint. Puis là, ça a diminué. Là, avec mon agent, on a demandé un échange. Là, quand tu es jeune, c'est compliqué d'être échangé. Là. Les organisations ne veulent pas trop donner de jeunes. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que j'aurais aimé ça être échangé, avoir une autre chance ailleurs durant l'année? Oui. Mais ce n'est pas arrivé. Puis, je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Là. J'ai eu la chance de porter les couleurs des Marlies, d'appartenir aux Maple Leafs, de signer un contrat de 3 ans avec eux autres. Ce n'est pas tous les petits Québécois qui ont réalisé ça. J'ai été une belle organisation. Ma fille la plus vieille était née là-bas. Donc, c'était une belle place pour moi commencer mon hockey professionnel là-bas. Ça fait un petit peu lien avec ma prochaine question. C'est qu'avant d'aller jouer en Allemagne, tu as joué en Autriche, à Strasbourg. Ouais. Puis, en fait, tu prédestinais d'aller jouer en Europe. Moi, ma question était pourquoi aller jouer en Europe à seulement 23 ans? J'imagine que tu y as répondu. J'imagine que c'est pour ça. Ben, écoute, c'est après mon année avec les Marlies, dans l'organisation des Maple Leafs, j'ai eu des pourparlers avec 3 équipes de la Ligue nationale là, qui offraient des contrats à 2 volets. Puis le salaire dans la Ligue américaine n'était pas attrayant. Puis j'avais pas aimé comment la Ligue américaine, c'est une ligue de développement, puis que tu gagnes, que tu perds, ça ne dérange pas aux organisations. Puis, tu as un 2 contre 1 avec un coéquipier, il ne te donnera peut-être pas tout le temps parce qu'il sait que si c'est toi qui se casse, c'est peut-être toi qui vas être rappelé en haut. Puis, qu'est-ce que je fais? Je passe de l'autre côté en Europe. Puis Pierre Pagé m'avait appelé, qui était le directeur général, l'entraîneur là-bas avec le Red Bull de Salzburg. Puis, il m'avait vendu son produit là-bas. Là. C'est une belle organisation, Red Bull. Là. Ils investissent beaucoup sur le développement des joueurs. Il m'a dit, Brent, viens jouer 1 an ou 2 avec nous autres. C'est une belle organisation. Le propriétaire a beaucoup d'argent, M. Matéchit. Puis, ce qu'il m'avait vendu, c'est viens t'améliorer avec nous autres, puis on va te ramener dans la Ligue nationale. Puis, avec ma femme, puis là, j'avais juste une fille dans ce temps-là, elle avait dit, on est prêt à passer de l'autre côté. On va aller s'essayer 1 an, voir qu'est-ce que ça a de l'air. On est arrivé là-bas, là, puis on est tombé en amour avec l'Europe. Là. C'est ma 12e année en Europe, donc je ne peux pas dire que j'aime pas ça. Là. J'adore ça. On est choyés. Puis, qu'est-ce que Pierre m'avait vendu, en fait, de Red Bull? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour développer les joueurs? Là? Je pense que c'est une belle école de vie. C'est une belle académie. Là. Ils ont grossi encore plus. Ils ont la Red Bull Academy, là, qui ont des jeunes là, qui arrivent là à 14 ans, 13-14 ans. Puis des jeunes de partout en Europe. Il y a même c'est Noah Dobson là, qui était avec les Islanders. Là, il a commencé là, lui, je pense, à 15 ans. C'est une place, c'est incroyable, la structure là, qu'ils ont là, pour les entraînements hors glace. Ils ont 2 patinoires pour juste l'entraînement. Ils ont des skill coach. Tu peux aller sur la glace quand tu veux, quand tu es un jeune. Tu as juste besoin d'appeler et qu'un coach aille avec toi. C'était une belle expérience pour moi de jouer là-bas 3 ans. Good. D'ailleurs, en Autriche, justement, avec Salzbourg, tu as remporté 2 championnats. Rapidement, là, raconte-moi un peu ces parcours là, vers les grands honneurs. Écoute, c'était ma première année, là, je m'en souviens. Il y a la Ligue que tu gagnes, mais il y a des petits tournois. Il y a la Ligue des champions, des choses comme ça. Ouais. Puis ma première année à Salzburg, la Ligue des champions, elle n'existait plus, mais il y avait le Red Bull Salute, ça s'appelait. C'était... il y avait toutes les équipes qui gagnaient à travers l'Europe. Ils faisaient comme un petit tournoi. Ouais. Puis, je me souviens, on avait joué contre le Lyon Zurich en quart de finale. On avait gagné. Puis, on avait joué contre le CSKA Moscou, là, l'Armée rouge de Moscou. On les avait battus. Après ça, on avait été en finale. On avait battu Sparta Prague. On avait gagné ça pour commencer l'année. Puis, moi, c'est ma première expérience en Europe. Fait que j'étais Colin, c'est une bonne équipe à Salzburg. Puis, après ça, dans le temps des fêtes, il y avait la Coupe continentale. La Coupe continentale, ça, c'est tous les pays qu'il n'est pas représenté aux Olympiques.
chaque équipe qui a Ok. gagné le championnat dans la Ligue, que ce soit il y avait une équipe de la France, il y avait une équipe du Bélarus, qui n'étaient pas dans les équipes qui représentaient un pays aux Olympiques, ils se regroupent, ils font un tournoi. Puis ça, on avait gagné ça aussi. Puis après ça, on est allé en playoff, puis on avait gagné là, en overtime, je m'en souviens, la finale Game 6. Ça avait été un bel accomplissement. Là. Comme première année, gagner 3 championnats là, dans une équipe. Là, je m'en souviens, l'organisation Red Bull avait été super bon avec nous autres. Nous avait bien gâtés par la suite. Puis la deuxième année, c'était une autre belle expérience. On a gagné la Ligue encore. C'est gagné 2 années de suite. Là, c'était assez spécial. Mais je pense que la deuxième année, ça avait été plus spécial que la première. Parce que la deuxième année, on avait une méchante belle équipe, une belle atmosphère, mais on avait gagné Game 7 en prolongation. On avait tué un 5 contre 3 en overtime. Donc, ça avait été. Ça, c'est rare, ça avait mentionné notre goaler. Game 5, notre goaler principal, il se fait rentrer dedans, l'épaule débarque. Puis là, c'est notre backup. Notre backup, il était correct, là, mais c'était pas. Il ne devrait pas être d'un but là, pour des finales. Là. Puis ils viennent jouer à Salzburg, puis nous autres, on menait 3-2 la série, puis ils nous avaient donné, là, je pense qu'on a perdu 6-2, fait qu'on était, on va être tough ce game-là. Puis on avait été à Klagenfurt, puis là, on avait, vu que c'était Game 7, moi, j'étais chanceux, j'avais amené ma femme, ma petite fille, toute le kit, puis parce que la première année où on avait gagné, nos femmes, vu que c'était Game 6, ils n'étaient pas venus au match, on jouait à l'extérieur. Là, toute la famille, il y avait les Red Bull avaient amené toute la famille. Puis, on commence l'overtime, on a un 5 contre 3. Je peux te dire, je pense qu'ils ils ont lancé 2-3 fois sur le poteau. Puis, on tue le 5 contre 3, pas arrivé de bord, ça s'en va de l'autre côté, boum, on score, on gagne. Là, ça avait été tout un feeling. Puis, ma troisième année, on n'a pas gagné le championnat de la Ligue, mais on a gagné la Ligue des champions. La Ligue des champions avait recommencé. Puis, ça avait été un bel accomplissement parce que c'est un gros tournoi d'une trentaine d'équipes. Puis, c'est les meilleures équipes en Europe. Donc, tu joues contre des bonnes machines de hockey. Puis, on avait un bon gardien de but, là, Marty Turco, là, l'ancien de la Ligue nationale, là, qui nous a donné un bon coup de main aussi. Mais non, ça avait été à Salzburg, là, c'est pas mal là, quasiment mes plus beaux souvenirs. Là. La ville est incroyable, l'organisation, le Red Bull, il garde beaucoup. Puis, on a gagné les championnats. Donc, c'est bien. Vite de même, là, le Red Bull, la manière dont c'est organisé, c'est comme un peu comme avec le soccer. Genre, ils ont comme des équipes un peu partout. Comme par exemple, le soccer, ils en ont à Salzbourg, ils en ont à Leipzig, puis ils en ont à New York. La manière dont c'était organisé, c'était-tu un peu de même? Oui, ben c'est comme ça. Quand j'ai commencé en Autriche, il y avait seulement cette équipe-là. Il y avait Red Bull Salzburg. Puis après ma troisième année, il me restait une année de contrat avec l'équipe. Puis ils ont acheté une équipe, le Red Bull de Munich, dans la Ligue élite de l'Allemagne. Okay. Donc, c'est pour ça que tu as joué ta première saison à Munich. Là? OK, c'est bon. Oui, c'est exactement. C'est pour ça là, que j'avais été jouer un an avec le Red Bull de Munich. Puis c'est pour ça, là, comme ça. Là, je sais qu'il se construit une nouvelle aréna à Munich. Là. Je ne sais pas s'il veut essayer peut-être d'amener une équipe de la KHL. Je sais que quand Pierre Pagé il était là, lui, c'était son but. Là, son but ultime, c'est d'amener une équipe Red Bull dans la Ligue nationale. Il n'arrêtait pas de parler qu'il voulait ramener une équipe à Québec parce que Pierre, c'est un passionné, c'est un gars qui rêve beaucoup. Puis lui, son rêve, c'est de gagner la Coupe cette année. Il n'a jamais gagné la Coupe cette année, mais il dit, avec un propriétaire comme Matéchit, je suis convaincu qu'il va donner les ressources. Puis lui, il disait tout le temps, un jour à Québec, Monsieur Matéchit, il va acheter l'équipe, puis je vais amener mes gars, puis on va gagner. Puis c'est pas arrivé. Puis je pense que ce qui retient M. Matéchit d'acheter une équipe de la Ligue nationale, c'est qu'il ne peut pas utiliser son nom. Tu n'as pas le droit d'avoir une compagnie, là, mettons, le Red Bull de Québec. Ouais, Red Bull Québec, il faudrait que ça change. Ça aurait été incroyable, là, écoute. Mais il n'a pas le droit d'utiliser son nom comme nom d'équipe. Fait que lui, il utilise ça comme publicité. Fait que c'est ça qui le retient, je pense, beaucoup. Good. Cette saison, c'est ta 9e en Allemagne. Avant de parler de plus les équipes là, que tu as faites en Allemagne, pourquoi tu as choisi l'Allemagne plutôt que d'autres destinations comme la Russie, la Suisse, la Finlande ou la Suède, d'autres destinations européennes historiquement prisées par les joueurs nord-américains? Ouais, c'est sûr que quand je suis arrivé en Autriche, j'avais décidé sur le tard fin juillet, puis il n'y avait pas beaucoup d'options qui étaient ouvertes du côté de l'Europe. Fait que, finalement, c'était une meilleure décision. Pour ça, c'est comme je t'ai dit, j'étais allé avec le Red Bull de Munich après 3 ans à Salzburg. Puis après ça, j'avais pas signé avec eux autres. J'étais agent libre. Salzburg voulait me revoir, mais je voulais rester en Allemagne. C'est une belle ligue. C'est une ligue qui ressemble beaucoup à la ligue américaine. C'est des belles arénas. Les partisans, c'est incroyable. Là. C'est tout le temps plein, pas mal dans toutes les arénas.
Puis, je dirais fin septembre, j'avais un offre pour aller jouer en Finlande, en try-out. Ils me donnaient 2 semaines de try-out où j'étais allé à Wolfsburg, qu'eux autres me donnaient un contrat garanti. Puis, j'avais 2 filles dans ce temps-là. Fait que je dis, avec la famille, là, c'est mieux de prendre ce qui est garanti. Je connaissais la ligue. Puis, c'est assez difficile. Là, le monde dit, je vais aller jouer en Suisse. Mais pour aller jouer dans la Suisse A, là, la Ligue élite de la Suisse, là, c'est difficile de rentrer là. Ils ont seulement le droit à 4 importés. Puis, ils prennent souvent, c'est des gars là, qui ont joué dans la Ligue nationale plusieurs matchs ou plusieurs saisons. Puis en Allemagne, là, je dirais qu'ils vont plus chercher des joueurs là, qui sont des up and down, Ligue nationale, Ligue américaine. C'est une ligue qui est très différente de la Suisse. Une ligue qui, en Suisse, ça patine beaucoup. C'est plus axé sur l'offensive. Ici, en Allemagne, c'est plus axé. Là. Il y a beaucoup d'offensive aussi. Il y a beaucoup de vitesse, mais ça ressemble plus, comme je dis, à la Ligue américaine parce que tu as le droit à 9 importés. Fait que, la moitié de l'équipe, c'est des Canadiens, des Américains, où il y a des équipes qui ont des Suisses. Peut-être pas des Suisses, mais des Suédois, des Finlandais. C'est une ligue qui est le fun à jouer. Là. Si tu regardes souvent, à chaque année, là, il y a des statistiques qui disent les pays ou les ligues qui ont le plus de spectateurs en moyenne. C'est tout le temps la Ligue nationale qui est au premier rang, en fait, de moyenne d'assistance, puis l'Allemagne est deuxième. On se situe là, peut-être même devant la KHL, genre? Oui, la KHL. Ouais. Puis la KHL, il y a beaucoup d'arénas qui ont peut-être 5-6 000 places, puis c'est pas tout le temps sold out. Tandis qu'ici, Berlin, Cologne, Düsseldorf, il y a ces arénas de 15-20 000, puis c'est pas mal. Là, c'est pas plein, il n'y a pas un chat, mais d'habitude, là, c'est tout le temps plein. C'est une belle atmosphère aussi. Excellent. Sport national en Allemagne, on dirait que c'est pas mal le soccer, évidemment. Mais quelle place occupe le hockey dans ce pays-là? T'sais, comment c'est le hockey en Allemagne? On est numéro 2. Je dirais ça, c'est. Si tu regardes, tu as le soccer, là, la Bundesliga au soccer, là, c'est sacré. Là, le samedi, là, le peuple allemand là, est devant sa télé, il écoute le soccer et tout ça. Puis nous, au hockey, on joue tout le temps le vendredi, dimanche. Pas en tant que pandémie présentement. Là. C'est plus diversifié, mais c'est tout le temps le samedi, dimanche, puis il n'y a jamais un match de hockey le samedi. C'est vendredi, dimanche qu'on joue. Parce que le samedi, il n'y a pas. C'est soccer, c'est la journée soccer. Puis, après ça, si tu regardes les autres sports, tu as le basketball, tu as le handball, puis le hockey. Puis en fait d'assistance, on est supérieur à ces 2 ligues-là. Donc, je dirais qu'on est pas mal deuxième. C'est un peuple qui est très fier de ses équipes. Ouais. Où qu'on est ici à Iserlohn, là, c'est une ville là, de 100 000 habitants. Puis c'est une petite aréna, il rentre 5 000. C'est sold out à tous les matchs. L'atmosphère est incroyable. Là. C'est un petit House of Pain là, qui appelle, admettons, de l'Allemagne. Là. C'est très bruyant. Puis, ils sont fiers de leur équipe, que ce soit dans n'importe quoi, que ce soit dans la bière. En Allemagne, la bière, c'est reconnu. Le gars d'Iserlohn ne boira pas la bière qui vient de Cologne ou de Berlin. Il va boire sa bière d'ici, locale, puis il va supporter son local. Fait, c'est une belle culture, là, l'Allemagne. Je dirais l'Europe en général, là, c'est des belles cultures. J'imagine que la conquête de la médaille d'argent aux Olympiques de Pyeongchang a beaucoup aidé là, l'essor du hockey en Allemagne. Ah, c'est sûr. Écoute, c'était... moi, je jouais avec 2 joueurs là, qui ont eu la chance de remporter là, cette médaille d'argent-là. Okay. Surtout, là, j'étais bien content quand ils ont battu le Canada. Là, il y avait... j'étais pas content. T'es Canadien, Oui, mais tu sais, le Canada, il avait lancé des invitations peut-être à une 60aine de joueurs à travers l'Europe. Je faisais partie d'eux autres. Il y avait un autre coéquipier dans mon équipe aussi, Mark Vaux. On avait une invitation. On était sur une liste. Une 60aine de joueurs. Puis de se tenir prêt, il allait faire un camp, je pense, au mois de septembre ou août, une 40aine de joueurs. Puis je n'avais pas été invité. Puis je pense qu'il n'avait pas invité un gars de la Ligue de l'Allemagne. Ou peut-être 2-3 joueurs. Fait que là, on était comme. On trouvait ça plate parce que on trouvait qu'il y avait pas beaucoup il y avait manqué de respect envers notre ligue. Parce que souvent, on joue des matchs hors concours contre d'autres pays. Puis on les bat ou c'est des matchs serrés, des choses comme ça. Fait que, après ça, le fait qu'ils jouent contre l'Allemagne en demi-finale, puis nous autres, on connaît tous les gars là-dedans, c'est des gars qui jouent dans notre ligue. Souvent, les bonnes équipes, la plupart des équipes en Allemagne, c'est les importés qui sont sur la première ligne, deuxième ligne. Ouais. Puis là-dedans, il y a peut-être 1 ou 2 Allemands qui peuvent se mélanger, mais souvent, c'est sur tes 6 meilleurs attaquants, tu en as 4 importés. Comme il faut, c'est des importés. Fait que, les autres, ils n'avaient pas invité aucun joueur. Le Canada, il perd contre l'Allemagne, qui n'ont pas aucun joueur qui joue dans l'équipe allemande. Donc, j'étais un petit peu pas mal content. Là. Je reste un petit vlot. Là. Puis après ça, l'Allemagne joue un excellent match contre la Russie.
ils mènent, je pense que c'était 3-2, il reste 2 minutes au match, puis la Russie prend une punition. Je me souviens, je m'étais levé, le match était à 6 h le matin, je m'étais levé à la maison pour l'écouter. Là, j'étais, ben voyons là, ils vont gagner la médaille d'or. Ils ont trouvé le moyen de se faire scorer en avantage numérique. Ben, il était en avantage numérique, puis la Russie en désavantage numérique. La Russie a trouvé le moyen de scorer en désavantage numérique, puis par la suite, la Russie a scoré en overtime. Mais, tu sais, je dis tout le temps à les Allemands, je dis, vous étiez à une minute et demie de gagner une médaille d'or, vous étiez 5 contre 4, vous trouvez le moyen de la perdre. C'est plate un peu, mais tu sais, là, assis, tu regardes le cheminement qu'ils ont fait durant ce tournoi-là, là, c'était incroyable. Là. Je pense que s'il aurait gagné l'or, je pense qu'il aurait fait un Miracle 2 avec l'équipe allemande. Et oui. Mais, pendant tes 9 saisons en Allemagne, tu en as joué entre autres 7 avec le Grizzlies de Wolfsburg. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage là, dans cette organisation-là? Écoute, j'ai été chanceux. Là. En Europe, là, j'ai joué à Red Bull. J'avais un commanditaire Red Bull. C'était ça là-bas. J'étais allé à Wolfsburg, c'était Volkswagen. Là-bas, c'est une ville peut-être de 130 000 habitants. L'usine Volkswagen est là. C'est le commanditaire. C'est le seul commanditaire de l'équipe, dans le fond. Fait que, on était très bien traités. Ma famille, elle a adoré ça là-bas. Là. J'ai trois filles. Donc, les trois, là, ils parlent super bien allemand. Mes deux plus vieilles sont allées à l'école là-bas. C'était une belle expérience. On a eu des bonnes équipes. On n'a pas gagné de championnat en 7 ans. On est allé 2 fois en finale contre mon ancienne équipe, là, le Red Bull de Munich. Puis, non, c'était... j'ai eu beaucoup d'amis en dehors du hockey là-bas. On avait une belle place où on restait. J'ai rencontré des gens là qui n'ont aucun rapport avec l'équipe de hockey ou quelque chose comme ça, que je vais rester en contact le reste de ma vie. Mes enfants ont des bons amis là-bas aussi, ma femme aussi. Donc, c'était un 7 ans là, qui a été le fun. C'était dur de partir de là parce que ça s'est fait là. Ça s'est fait en 2-3 jours avec la pandémie. Ouais. Je ne revenais pas. Là, on pensait signer un contrat d'1 an. On était pour parler de signer 1 an. Finalement, l'équipe était dans une autre direction. Donc, c'était un petit choc sur le coup, mais là, je suis assez isolé. Je suis super content. La famille est super heureuse. Puis on aime bien ça ici. Good. Parlons d'un joueur allemand que tu as affronté l'an dernier, qu'on connaît bien en Amérique du Nord. Tu as joué contre Tim Stützle l'an dernier. Oui. Comment est-ce que tu le percevais comme adversaire? Écoute, c'est un joueur que tu joues contre. Il est jeune, il est très talentueux. Il est très confiant avec la rondelle. Il a une belle vision du jeu. Là. Son coach, qui était Pavel Gross l'année passée, il m'a coaché 5 ans avec Wolfsburg. Puis il me disait, Brent, ce jeune-là a 17 ans, puis il fait des jeux que les boys ne sont pas prêts à recevoir des passes. Il dit il ne sera pas un bon joueur dans la Ligue nationale, il va être un excellent joueur dans la Ligue nationale. Il dit il y a déjà l'attitude d'un leader. Il est confiant. C'est pas facile de jouer avec des hommes à 17 ans. Là. Que tu sois n'importe qui, ça te prend une confiance. Puis je pense qu'il l'a démontré. Puis un des matchs qu'on joue à Wolfsburg, on est dans la chambre avant le match. Puis on joue contre eux autres. Puis on entend dire que Steve Yzerman puis Stan Bowman sont à la game. Stan Bowman, je pense qu'il était avec les Blackhawks. Puis Steve, il était avec les Red Wings. Ouais. Puis on se dit, ah ouais, fait que là, dans le warm-up, on check un peu, puis là, on les voit, les gars. C'est fun, tu sais, Steve Yzerman, Stan Bowman sont au match. Premier chiffre, on perd le face-off, puis Tim, il s'en va en arrière de ses défenseurs, puis il leur drop la rondelle. Il a pris la rondelle, il a déculotté 3 gars, puis il a fait une passe backdoor à Smith, un gars de Mannheim, puis le gars, il avait juste à mettre dedans, mais il a manqué le filet ouvert. Ça, c'est juste pour montrer à quel point ce jeune-là, il était confiant. C'est son premier chiffre du match. Il savait que probablement que Steve Yzerman, Stan Bowman sont dans les estrades, puis il a déculotté 3 gars, il a fait un jeu incroyable. Puis là, on se regardait sur le banc, on a dit, ouais, il n'est pas mauvais, le jeune, hein? Il va avoir une belle petite carrière d'après moi dans la Ligue nationale. Mais là, tu vois, je pense déjà, il fait sa place avec les sénateurs, puis c'est le fun de l'hockey allemand. Puis, tu sais, avec Moritz Seider aussi, qui était avec les Red Wings, avec Tim. Après ça, tu as eu Reichel qui a été repêché en première ronde, Peterka en deuxième ronde. Donc, tu sais, c'est le fun pour les jeunes ici là, qui a de l'espoir de pouvoir percer là, du côté de l'Amérique. Good. Parlons de cette année un peu plus. Là, comme tu l'as mentionné tantôt, puis comme on l'a dit dans l'introduction, tu joues pour les Roosters de Iserlohn. Après 7 ans à Wolfsburg. Comment est-ce que tu as vécu ce changement de formation après, dans une année, là, on va se le dire, qui est remplie d'incertitudes quand même? Ah, écoute, c'était difficile. C'était un été assez long. Parce qu'avec mon agent, les équipes ne parlaient pas, les équipes ne signaient pas vraiment de joueurs. C'était très compliqué. Puis moi, je
je paniquais un petit peu, c'est sûr, avec mes enfants là, qui commencent l'école. Là, ma plus vieille, elle a 12 ans, donc elle est en 6e année. L'autre, elle va avoir 10 ans là, dans un mois, là, elle est en 3e année. L'autre a commencé la première année. Donc, j'avais hâte que ça se règle, mais les équipes ils disaient oui, il y a de l'intérêt, mais on ne signe pas de joueur, c'est pas sur une saison. Puis le Rooster, là, il m'avait parlé au début du mois de mai qu'il était intéressé. Puis j'avais dit on va être patient. Mais là, rendu en septembre, on s'est reparlé. Puis là, ils m'ont fait un offre de contrat qui était assez intéressante. Fait que là, j'ai dit à ma petite famille, là, on pack tout le kit. On s'en va là-bas sans savoir qu'il allait avoir une saison ou pas, parce que ça s'est décidé, là, je crois, autour du 15 novembre là, qu'on allait jouer cette année. Puis, c'était spécial. On est arrivé ici là, en tant que COVID. C'est trouvé les écoles pour les 3 filles. L'équipe nous a aidés là-dedans, c'est sûr. Mais c'était une adaptation. Là, on joue devant des arénas vides. C'est assez différent là, de l'atmosphère qu'on est habitué. Puis, il y avait beaucoup d'équipes qui ont commencé le camp au mois de septembre. Puis nous autres, on n'a pas commencé tant qu'il n'y a pas eu le hockey qu'on pouvait jouer. Puis c'était le 2 décembre. Puis la saison a commencé le 18 décembre. Donc, on a eu 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis ce qui était le fun, c'est que les boys, on est tous arrivés ici. Puis on ne se voit pas de cachette. On a eu un gros pay cut. Là. Avant la saison, c'était sûr qu'on avait 25 % du salaire qui était enlevé de nos payes, peu importe ce qui arrivait. Puis quand la saison a été retardée, ils nous ont dit, vous allez rentrer sur la PCU allemande, dans le fond. Fait que là, c'était coupé de pas mal. Puis quand la Ligue a dit, oui, le gouvernement a dit, le hockey peut commencer en Allemagne, là, chaque équipe est différente. Nous autres, moi, je suis à 53 % là, mettons, de salaire qui était enlevé là, pour pouvoir jouer cette année. Donc, c'était un sacrifice à faire, mais pour pouvoir jouer au hockey cette année, parce que il fallait que tous les joueurs acceptent. Si les joueurs n'acceptaient pas, notre équipe ne jouait pas cette année dans la Ligue. Donc, c'était un gros pay cut pour tous les gars dans la chambre. Les gars ont fait le sacrifice. Il y a d'autres équipes, je sais que c'est la même chose que nous autres. Nous qui ont peut-être été à 40 %, sont à 35 %, mais je dirais la moyenne, là, c'est autour de 45-50 % de pay cut. Puis, à date, ça va bien dans la Ligue. Il n'y a pas vraiment eu de cas de COVID. On est testé presque à tous les jours. Donc, on n'est pas dans une bulle, mais là, on est en confinement. Là, tout est fermé comme au Québec. Seulement les épiceries, les pharmacies sont ouvertes. Donc, je vais à l'aréna, je viens à la maison. Mes filles, contrairement au Québec, l'école n'est pas recommencée. Il faut faire l'école à la maison. Donc, je lève mon chapeau à ma femme là, qui s'occupe de ça. Parce que c'est en allemand aussi. Là, mes filles n'ont jamais été à l'école anglais ou français. Là, donc, on fait ça en allemand à la maison. Donc, on fait beaucoup de Google Translate. Puis, on essaie de faire de notre mieux, mais c'est compliqué un petit peu, là, surtout avec les 3. Là, mais on est en santé jusqu'à présent. Fait qu'on ne peut pas se plaindre. Oui, c'est sûr. Oui, exactement. La saison est commencée là, avec le Rooster. C'est déjà 11 matchs que vous avez joués pour 6 victoires et 5 défaites. Personnellement, ça va bien. C'est quand même 10 points en 11 matchs. C'est excellent. Je veux savoir comment tu trouves ta saison là, pour toi jusqu'à maintenant. Ça va bien. J'ai 6 buts, 4 passes, comme tu as mentionné, là, en 11 matchs. L'équipe va bien. On a un très bon début de saison. Là. On n'était pas l'équipe supposément favorite là, parce qu'on n'avait pas pratiqué comme la plupart des équipes là, un long camp d'entraînement. On est arrivé, on était prêts, puis on était premier dans la ligue, là, je dirais, depuis. On a perdu 3 matchs de suite. Là. On était 6-2, 6 victoires, 2 défaites en début d'année. Là, ça fait 3 de suite qu'on perd, mais on a un bon début de saison. Puis on a une bonne gang de gars dans la chambre. Ça fait 2-3 ans là, qu'à Wolfsburg, là, c'était un petit peu différent. Là. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient partis, qui avaient changé d'équipe, qui avaient pris leur retraite, puis il y avait beaucoup de joueurs qui étaient arrivés. Mais là, ici, on a une bonne gang de gars. Puis on joue bien. On a un autre match demain. C'était un bon début de saison personnellement, puis surtout avec l'équipe. Là, c'est le fun de gagner quand tu arrives dans une nouvelle équipe et que tu contribues au succès de l'équipe. Oui. C'est sûr. Je te disais que vous n'étiez pas nécessairement les favoris, mais y a-t-il des objectifs là, cette saison, soit pour toi ou pour l'équipe? Oui, c'est sûr. Surtout cette année, la Ligue a été divisée en deux sections. Tu as la section nord, la section sud. Nous autres, on joue dans la section nord, puis pour au moins là, la moitié de l'année, on n'ira pas jouer contre le sud. Puis après ça, ils vont réévaluer là, autour de fin février si on va faire des matchs contre l'autre section ou ils vont nous garder comme ça pour la question de sécurité pour le COVID. Mais on est dans une division qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Puis on s'est fixé comme objectif, là, c'est de finir
puisque ça va être juste les 4 premières équipes qui vont accéder aux séries éliminatoires. Donc, il faut finir dans le top 4. Je pense qu'on est 4e, ça va bien. Si on gagne notre prochain match, je pense qu'on tombe 3e. Donc, l'objectif, là, c'est de faire les séries. Puis une fois que tu es là en série, là, ça ne sera pas des 4-7 comme c'était dans le passé. Je pense que ça va être des 2-3. Donc, des 2-3, ça se joue très vite. Fait que, tout peut arriver. Peu importe contre qui tu joues. Là, le gardien a un mauvais match. Puis après ça, ton gardien a un gros match. Puis boum, tu gagnes la série 2-0. Donc, notre but ultime, là, c'est de rentrer dans les séries. Puis une fois que tu es là, tout peut arriver. Good. En mars dernier, tu as parlé au Journal de Québec justement de comment s'est déroulé le départ précipité de toi et ta famille là, de l'Allemagne vers le Québec. Rapidement, là, raconte-nous comment ça s'est déroulé. Là. Écoute, ça s'est fait très, très vite. Là, une semaine avant, l'équipe me parlait que peut-être qu'ils voulaient me signer comme pour un contrat d'1 an. Fait que j'étais convaincu. On commençait les séries le mercredi. Puis le mardi, avant de partir pour Nürburgring, le directeur général il disait « Hey, les boys, il y a un meeting avec la Ligue. On ne sait pas si on continue la saison. » Il dit « Revenez, on partait d'habitude à 1 heure. Il dit « Revenez à 4 heures à l'aréna. La décision va être prise. » Quand on est revenu à 4 heures, là, ils ont décidé de canceller la Ligue. Fait que là, c'était un choc. Puis là, il a laissé passer la fin de semaine. Puis le lundi, on avait le meeting de revoir, là, de fin d'année avec les coachs, directeur général. Je pensais qu'il allait m'offrir un contrat d'1 an. Puis finalement, le lundi, il était peut-être 10 heures le matin. Il dit « Brent, merci, t'es Satan, blablabla. On va passer à autre chose, surtout en pandémie. On ne sait pas ce qui se passe. Fait qu'on souhaite bonne chance pour le futur. » Puis là, OK, là, je pars quand? Il dit « Tu pars jeudi matin. » Je dis « Oh, OK. » Puisque j'avais demandé de partir le plus tôt possible. Ça, c'est le plus tôt possible qu'on peut rentrer au Québec. Ouais. Donc là, j'appelle ma femme. Une bonne, une mauvaise nouvelle. La bonne, on part jeudi. La mauvaise, on ne vient pas ici. On a 3 jours pour pacter la maison. Ça fait 7 ans qu'on est là. L'école, les filles étaient fermées depuis le vendredi. Puis on était le lundi. Donc on n'a pas eu la chance de dire salut à personne. On n'a pas eu la chance de voir nos amis. C'était plate, ça a été dur, surtout pour les enfants. Là, ma plus vieille, ça faisait 6 ans qu'elle était à la même école. Les mêmes amis, le même cercle d'amis. Ouais. C'était un 2-3 semaines là, qui a été compliqué. Là. Tu reviens au Québec. D'habitude, on arrive à l'aéroport. Ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, les parents, ma blonde, tout le monde est là. Ils nous accueillent. Puis là, on est arrivé. Puis personne n'avait le droit de venir nous voir. Ma mère était venue avec son conjoint vu qu'il y avait un camion. Il nous attendait dehors. Ma soeur, elle avait amené notre camion. Elle était rentrée dans son auto. On avait moi et ma femme, on avait mis nos valises dans le camion, mon camion. C'était nous débarquer à la maison. Personne n'avait sorti de l'auto. On sortait les choses. On s'est dit bye. On s'est revus 2 semaines plus tard. Mais c'était spécial. Écoute, j'espère pour vivre ça cette année. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais là, vous étiez... toi et ta famille, là, je pense que j'ai lu dans l'article qu'il y a une de tes filles qui était jamais allée au Québec de sa vie, genre. Non, elle était venue au Québec, mais elle n'avait jamais vu de neige. Ah, OK. C'est ça. Où on était à Roseburg, il n'y avait pas de neige. S'il y avait de la neige, si on se levait le matin, il y avait une petite affaire. Puis l'après-midi, c'était parti. Okay. Donc, c'était le fun. On a profité du Québec. Là. Il y avait encore beaucoup de neige. On est arrivé au mois de mars. Donc, c'était le fun de pouvoir vivre ça là, avec la famille. C'est bon. En terminant, raconte-nous là, la meilleure anecdote là, liée à ta carrière. Je lui ai dit j'allais reparler d'Alexander Radulov. Oui, j'avais hâte à ce moment-là. J'avais hâte à ça. Écoute, je ne sais pas si les partisans de Québec, c'est ceux qui vont se souvenir de ce match-là. On avait gagné, je pense, 15-3 contre Rimouski. Ça a été un match assez incroyable. Puis, je me souviens que c'est le dernier match de l'année. Le match, il ne voulait rien dire. Moncton finissait premier, nous autres deuxième. Puis, où je restais, au Lac-Beauport, à ma pension, Radulov, il restait avec Patrick. Fait que, il dit, viens me chercher avant le match. Puis, j'avais été le chercher avant le match. Il rentre dans le tour, puis il n'est pas de bonne humeur. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à Pat de ne pas jouer parce que je voulais me reposer peut-être les séries, mais Pat n'était pas de bonne humeur. Il disait non, tu vas jouer le match. Fait que, arrive au Colisée, puis Radu il me dit, hey, je suis fatigué, il dit, je vais aller me coucher. Puis il y avait plusieurs petites salles au Colisée que tu pouvais être dans le noir. Il avait été là, puis j'avais été chercher avant le warm-up. Je dis, Radu, on embarque dans 15-20 minutes. Puis il bougonnait. Durant le warm-up. Le warm-up fini, il est dans la chambre. Puis là, je vais le voir. Je lui dis, hey, en passant, j'ai 56 buts, t'en as 54. Il va falloir que tu scores une coupe de goal à soir si tu veux me dépasser. Puis là, il riait. Puis là, je pense, le premier ou deuxième chiffre, il me fait une passe, puis je score. Puis là, au banc, je lui dis, hey, Radou, il t'en manque 4, là. Ben, Chris, il en a scoré 7.
Je m'en souviens. Moi, j'avais juste scoré un. J'avais fini à 57. Puis je m'en souviens quand il avait scoré son quatrième, il m'avait regardé. Il disait j'arrêterai pas là, tu ne me dépasseras pas. Il avait fait 7 buts, 4 passes. Puis il ne voulait même pas jouer le match. Il disait qu'il était fatigué. Fait que, ça, c'est juste pour montrer comment que je pense que je l'avais piqué. C'est sûr que je l'avais piqué. Il disait il dit, je vais le dépasser au bain. Puis c'est ça, c'était un match. Je m'en souviens. Doris Labonté était à l'autre bord. Puis il faisait des beaux doigts d'honneur à Patrick. Puis c'était. Parce que les partisans c'était sold out au Colisée tout le temps. Puis ils scandaient Radou, Radou. Fait que là, pas le choix. Il rembarquait, puis il scorait. Hey, c'est but 4 passes dans un match. Là, il y a pas, je ne sais pas si c'était le record du junior, là, mais je pense pas que ça va se refaire là, dans les prochaines années, là, c'est sûr. Ouais. Aïe, quel match. Il m'a dépassé. Il a fini à 61, moi 57. Ouais. C'est pas super. T'es au moins. C'est pas super pareil. Où il est rendu aujourd'hui, c'est pas très, très honteux. Là. Non, c'est pas grave. Non. Brent Aubin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio cette semaine. Ça me fait plaisir, les boys. C'est tout le temps un plaisir de jouer avec vous autres. Je te souhaite une excellente fin de saison avec les Roosters. Beaucoup de plaisir avec ta famille en Allemagne et les joueurs là, de ton équipe d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie. James, merci d'avoir été là. Toujours le fun de jaser de hockey ensemble. Merci à toi, Charles, de m'avoir donné la chance. Super content. Merci, Brent. Super cool. Ça fait plaisir, James. Merci. Yes. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.